Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'association 60 000 rebonds consacré à la résilience des entrepreneurs pendant la crise sanitaire, une résilience après avoir connu une liquidation judiciaire. Alors on va être ensemble pendant 1h30 aujourd'hui jusqu'à 10h pour faire en quelque sorte un état des lieux de la santé entrepreneuriale en France dans un contexte de pandémie, mieux comprendre aussi les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le rebond des entrepreneurs. Alors le rebond, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est cette période qui commence avec le traumatisme, parce qu'on parle véritablement de ça, ce traumatisme lié à la liquidation, et puis qui se termine favorablement par d'autres opportunités professionnelles, en quelque sorte un nouvel équilibre. Alors comment favoriser au mieux ce rebond? Quelles sont les différentes étapes dans le rebond entrepreneurial? Qu'est-ce que veut dire rebondir exactement? Est-ce que ça passe par le salariat? Est-ce que ça passe par une nouvelle entreprise, par d'autres formes d'engagement? On va donner ce matin la parole à des chercheurs, à des coachs, à des formateurs, mais vous entendrez aussi 2 témoignages d'entrepreneurs en rebond. Je vais d'abord, tous vous les présenter brièvement. Ils sont 8, il y a du monde. Vous les entendrez pas forcément dans leur ordre d'intervention, pour, ce tour de table. On va commencer avec Éléonore Blondeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, à la sortie de vos études de commerce, vous avez créé une entreprise autour d'un concept baptisé Clean Cup. C'était des machines à la fois distributeurs et récupérateurs de gobelets réutilisables en plastique. Tout ça dans une optique de réduire l'utilisation de verres jetables. Une aventure de 4 ans qui s'est terminée fin 2019 par une liquidation judiciaire. Alors aujourd'hui, vous avez rebondi. Vous nous expliquerez dans quel domaine, comment vous l'avez fait. Et puis, je précise que vous avez été accompagné par l'association 60 000 rebonds pendant ces quelques mois de rebond. Alors, votre témoignage, Éléonore Blondeau, on va le croiser avec celui de Bernard Glop. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être avec nous également. Vous aussi, vous avez connu la liquidation de votre entreprise, mais c'était il y a 15 ans, en novembre 2004. Après une période difficile, vous avez rebondi en créant la société Temps Gagnant, spécialisée dans l'accompagnement et la formation au management de son temps personnel et de celui de ses collaborateurs. Une entreprise que vous dirigez toujours aujourd'hui. Et puis, vous êtes par ailleurs devenu également référent national des coachs à 60 000 rebonds. On aura l'occasion d'en parler, évidemment. Alors, ce matin, il sera aussi beaucoup question de l'Observatoire du rebond, une structure née il y a 2 ans de l'association 60 000 rebonds. Son co-créateur et coordinateur est également avec nous. Bonjour Gérard Desmaisons. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous également. Vous êtes ancien chef d'entreprise dans l'agroalimentaire et la gastronomie de luxe, formé au coaching. Vous vous êtes lancé à 60 ans dans un doctorat en sciences de gestion et vous nous présenterez dans quelques minutes la raison d'être de cet observatoire du rebond. Un observatoire dont 2 membres du conseil scientifique sont avec nous d'ailleurs. Célia Magra, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes docteur en droit spécialisé sur la stigmatisation de l'échec entrepreneurial et le droit des entreprises en difficulté. Vous êtes membre du comité scientifique d'une autre structure, l'APESA, aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Et puis, vous êtes également donc au sein de cet observatoire du rebond depuis 2019. Avec vous, on aura un regard historique sur la stigmatisation et l'isolement qu'ont connu les entrepreneurs à travers les siècles. Et puis, Bernard-Marie Augustin est avec nous également. Bonjour. Jean-Baptiste, En ligne depuis le Maroc. Vous aussi, vous êtes membre scientifique de l'Observatoire du rebond, chercheur associé depuis 2015 à l'Observatoire à Maroc, Observatoire de la santé de dirigeants de PME et des travailleurs non salariés. Vous finalisez une thèse en ce moment en sciences de gestion sur le rebond entrepreneurial après une liquidation judiciaire. C'est à l'Université de Montpellier que ça se passe. Et avec vous, on détaillera le processus à l'œuvre véritablement du traumatisme jusqu'au rebond. Avec nous également ce matin, Baptiste Canazzi. Bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant et formateur, associé gérant du cabinet Noetic Biz, un cabinet d'ingénierie philosophique. Alors, ça a pour idée d'utiliser la philosophie et les sciences humaines et sociales pour en faire des outils dans le management et les stratégies d'entreprise. Vous nous montrerez l'importance de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle dans l'entourage d'un entrepreneur qui a connu une liquidation judiciaire. Et puis, on verra avec vous que, contrairement à certaines idées reçues, certains discours peuvent se révéler contre-productifs à certains moments, même s'ils sont habillés de la meilleure volonté du monde. Avec nous également Antoine de Ritmaten. Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est avec vous qu'on conclura ce webinaire tout à l'heure. Vous êtes président du directoire du groupe Inextenso, un groupe d'expertise comptable qui vient de devenir partenaire national de 60 000 rebonds. Vous nous expliquerez pourquoi. Et enfin, Guillaume Mullier, bonjour. Avec toi. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être avec nous. Vous êtes président national de 60 000 rebonds. Vous êtes également le président de Dimo Software, un éditeur de logiciels de gestion à destination des professionnels, des progiciels B2B. On va vous retrouver dans quelques instants. Alors, juste le temps pour moi de vous dire qu'il y aura un temps de questions-réponses à la toute fin de ce webinaire. Vous pouvez vous poser vos questions sur le chat. Ça s'affichera sur la droite de cette vidéo. On les fera bien évidemment remonter à nos intervenants. Et puis, si vous ne pouvez pas voir en intégralité ou vous arrivez en cours de route, eh bien, notez également que ce webinaire sera enregistré et disponible en replay dans quelques jours sur la chaîne YouTube de 60 000 rebonds. Alors, c'est parti. On va commencer avec Guillaume Mullier. Je vous laisse tout d'abord présenter l'association 60 000 rebonds, une structure créée il y a bientôt 10 ans et que vous présidez depuis 5 ans, bientôt 6 même. Exact. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir nous rejoindre pour ce webinaire qui, j'espère, va vous passionner. Moi, il me passionne déjà depuis 5-6 ans. 60 000 rebonds. Pourquoi 60 000 ? Eh bien, en 2008, lors de la crise de Lehman Brothers, c'était le nombre de faillites qu'il y a eu dans l'année, d'où le nom de 60 000. Et Philippe Rambaud, qui était l'un d'entre eux, s'est rendu compte qu'en termes de solidarité, il y avait très peu de choses qui étaient faites pour l'entrepreneur en cas de cessation d'activité, en cas de difficulté. Et donc, il a mis en place cette association, 60 000 rebonds, basée sur la solidarité, sur le professionnalisme, avec beaucoup de bienveillance pour accompagner les entrepreneurs, entrepreneuses qui ont perdu leur entreprise et les aider à reconstruire un projet professionnel. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'accompagnement, mais sachez que c'est un accompagnement très professionnel, basé sur le fait de sortir de la solitude, donc de se retrouver entre pairs, PAIRS, et donc en enlevant la honte qui peut être liée à cette situation de faillite, et de reconstruire progressivement, tant par de la co-construction avec ses pairs, mais aussi avec des coachs spécialisés, professionnels, qui vont aider dans la courbe de deuil, dans la compréhension de son échec et dans la compréhension du projet de demain, et avec des parrains, des experts qui sont issus du monde professionnel, qui viennent accompagner dans le réseau, la remise en réseau, la reconstruction de ce projet. Aujourd'hui, ça fonctionne donc depuis 10 ans, et aujourd'hui, plus de 1000 bénévoles qui accompagnent dans 37 villes pour être en proximité avec l'ensemble des entrepreneuses, des entrepreneurs qui connaissent cette situation. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on a entendu les mots courbe de deuil, compréhension, et puis les pairs aussi, PAIRS, c'est quelque chose de très important, on le verra par la suite. Alors, on va vous retrouver un peu plus tard dans ce webinaire pour évoquer les besoins de l'association aujourd'hui, parce que c'est aussi un webinaire qui est ancré dans un contexte en pleine pandémie. Mais je vous propose désormais de voir avec Gérard Desmaisons ce qu'est l'Observatoire du rebond, une structure créée il y a 2 ans par l'association 60 000 rebonds. Alors Gérard Desmaisons, je rappelle que vous êtes l'un des co-créateurs et actuellement coordinateur de cet observatoire. Et vous avez justement, on parlait de contexte, vous avez lancé une enquête l'an dernier pour voir comment cette crise sanitaire pouvait avoir des répercussions sur le moral des entrepreneurs. Mais tout d'abord, donc, quelques éléments de présentation de l'observatoire. Qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-nous. C'est vrai que l'Observatoire a été créé il y a maintenant 2 ans ou 3 ans, sous la houlette donc de notre fondateur Philippe Rambaud, mais aussi avec le support de notre président. Nous avons créé cet observatoire, en fait, c'était pour mieux analyser les pratiques de l'association, recueillir le ressenti de toutes les parties prenantes que Guillaume Mullier a citées, qu'ils soient entrepreneurs en rebond ou ayant rebondi, tous les bénévoles qui participent et également les permanents et aussi tous nos partenaires. Et ceci de manière à pouvoir améliorer notre mode de fonctionnement, d'avoir un petit peu un pas de côté pour voir comment on fonctionne. Nous avons aussi un rôle de vigie, c'est-à-dire on regarde tout ce qui se passe dans l'environnement socio-économique sur l'échec, les causes de l'échec, les conditions propices au rebond.
tout ce qui se passe dans ce milieu-là, afin d'apporter un éclairage sur les croyances et des dirigeants et aussi les croyances qu'il peut y avoir sur l'échec. Donc, je vais vous montrer un petit peu donc, notre observatoire du rebond est constitué d'une part de membres de 60 000 rebonds. Ce sont généralement des gens qui sont expérimentés, qui connaissent bien le fonctionnement de l'entreprise, mais aussi des universitaires du monde académique ce sont des chercheurs qui sont spécialisés dans une des problématiques que nous pouvons rencontrer, c'est-à-dire l'échec, la défaillance d'entreprise, la stigmatisation, la santé du dirigeant. Et donc, nous formons un espèce de comité et nous allons vous expliquer notre mode de fonctionnement. Donc, nous faisons des enquêtes tous les ans. La première enquête en 2019 a été faite sur nos entrepreneurs ayant rebondi pour savoir quelles étaient les causes de l'échec, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils s'en sortaient, d'où ils venaient, donc avoir un bon profil. En 2020, à cause de la crise, donc peu de réunions, mais l'arrivée d'un nouveau membre dans notre comité, mais surtout, donc, comme vous l'avez dit, une enquête qui a été faite en 2020 sur l'impact de la crise sanitaire sur nos entrepreneurs, qui sont généralement des entrepreneurs de PME. Donc, je vous rappelle quand même que 2020, ça a été une année très dure. Dans ce webinaire, nous allons parler de EER et EAR. Bon, sachez que c'est un petit peu codé chez nous. Entrepreneurs en rebond, EER, ce sont des entrepreneurs donc, qui ont subi une liquidation et qui sont accompagnés par 60 000 rebonds. Et les EAR, ce sont des entrepreneurs ayant rebondi, c'est-à-dire qui sont en redémarrage d'activité. Donc, imaginez ces entrepreneurs qui ont subi fin 2019 la crise sociale, les gilets jaunes et les grèves à répétition. Et puis, vous le savez maintenant, puisqu'on y est toujours, tout ce qui concerne la crise sanitaire avec confinement, déconfinement, reconfinement, un petit peu de couvre-feu. Et puis, enfin, vous connaissez l'histoire puisqu'on y est encore. Par contre, dans cette période, les entrepreneurs, surtout les TPE et PME, ont été sous perfusion avec le quoi qu'il en coûte, qui a fait que cette année, le nombre de défaillances est descendu à 32 000. Donc, dans cette ambiance, nous avons mené une enquête sur nos entrepreneurs, EAR et EAR, EER et EAR. Nous leur avons posé 27 questions au mois de novembre 2020. Donc, nous avons eu 280 réponses, donc ce qui est quand même assez significatif, moitié-moitié. Et on s'est aperçu que ces entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs qui avaient soit liquidé récemment, fin 2019, c'est-à-dire juste avant la crise sanitaire, ou bien en 2019, ou bien alors ce sont des EAR qui ont rebondi fin 2019 et qui ont, ou bien alors en 2020, donc en pleine crise. Donc ces gens-là ont subi une liquidation judiciaire et ils ont été récemment accompagnés par 60 000 rebonds. Un exemple de questions que nous avons posées, on leur a posé la question, mais comment vous sentez-vous? Quel est votre ressenti, votre atmosphère, vos sensations, votre météo, nous appelons ça notre météo. Ceci, on leur demande à 4 niveaux, qui sont le niveau professionnel, leur activité, comment est leur activité, au niveau personnel, comment ils sont leurs relations avec leur réseau, avec leur famille, avec leurs amis, au niveau de la santé, qu'elle soit psychologique ou physique, et au niveau financier, l'état de leurs revenus, de leurs dettes, etc.
Nous leur avons demandé une évaluation de 1 à 5. 5, c'était une météo très bonne et 1, elle était très mauvaise. Et ceci, nous l'avons demandé à 3 dates différentes. En janvier 2020, c'est-à-dire au début de la crise sanitaire. En octobre, c'est au moment de l'enquête, c'est-à-dire juste avant le reconfinement ou au début de reconfinement. Et puis, on leur a demandé, mais qu'est-ce que serait votre météo dans les 6 mois qui viennent? Donc, vu le contexte socio-économique de la crise, et en plus de ça, ces gens-là subissent une double peine puisqu'ils viennent de subir une liquidation ou bien redémarrer une activité en pleine crise. Donc, nous attendions à des résultats un petit peu défavorables pour l'évolution de ces météos. Donc, nous avons reçu nos 280 réponses. Nous avons fait tourner la moulinette de Google Forms et nous avons obtenu ce résultat-là. Ça, c'est ce que nous appelons chez nous des résultats bruts. Ces résultats bruts, nous avons ici les 3 périodes, mais aussi les 4 niveaux de météo, professionnel, personnel, santé et financière. Le 1 en bleu, très mauvais, en violet, très bon. Donc voilà, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce genre de choses à partir de ces graphiques? Donc, ils sont des données quantitatives que nous avons extraites de nos questionnaires, des réponses aux questionnaires. Par exemple, prenez la santé professionnelle qui est ici. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'ici, elle est très mauvaise, mais qu'avec le temps, elle s'améliore. Donc, et regardez par exemple leur santé financière. Au début de l'année, elle est très mauvaise. Et en octobre, elle s'améliore pour être encore meilleure au mois de mars. Très bonne, très bonne, très bonne. Donc, ce résultat nous a surpris. Donc, nous, comme nous travaillons avec un comité scientifique pour valider un certain nombre de réponses, nous avons fait la moyenne et on s'aperçoit qu'effectivement, leur météo et leur santé s'améliorent en 2020, alors qu'on s'attendait à une diminution de leur météo, donc ça, c'était un point étonnant. Et d'autre part, ça, ce sont des résultats quantitatifs que nous faisons à partir des questionnaires que nous avons demandés, que nous avons reçus, que nous avons analysés. Mais nous avons aussi des questions ouvertes. Et ces questions ouvertes, nous recueillons un certain nombre de verbatims, de phrases témoins, qui nous permettent donc d'avoir une idée de leur ressenti de manière plus précise. Et dans l'analyse de ces verbatims, de ces phrases témoins, en fait, il ressort que le confinement, pour eux, a été vécu favorablement. Une phrase représentative d'un EER, c'est « Avec le confinement, je me sens beaucoup moins seul ». Donc, c'est ce genre de choses qui nous a étonnés. Je vous dis ça, c'est pour expliquer notre manière de fonctionner à l'Observatoire du rebond. On fait des enquêtes, on reçoit des résultats bruts, et après, avec le support du comité scientifique, nous essayons d'analyser et trouver des réponses. Donc, on s'est posé la question, mais pourquoi ces gens qui ont subi la double peine, liquidation judiciaire plus crise sanitaire, ont leur météo qui s'améliore et ils se sentent moins seuls alors que tout le monde avait ressenti un moment de solitude dans le confinement? Donc, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, je vous remercie.
Voilà une question ouverte, notamment hein, pour les entrepreneurs qui témoigneront plus tard, qui ont rebondi. Hein, c'est des EAR dans votre classification. Ce sera une question qu'on pourra leur poser. On fera le bilan avec vous plus tard, Gérard Demaison, justement, sur ce pourquoi cette solitude, finalement, eh bien, a été moins ressentie par des entrepreneurs. Alors, on va faire une petite vision un peu plus panoptique, on va dire, au-delà du contexte actuel, avec les différentes phases du rebond. On va les analyser avec plusieurs experts maintenant, parce que pour rebondir après un traumatisme, eh bien, c'est une affaire de psychologie, de confiance en soi, d'accompagnement. Hein. C'est vraiment le maître mot de tout ce webinaire et la raison d'être de l'association 60 000 rebonds. Le rôle de l'entourage est très important. Et on va voir que parfois, eh ben, même si ça peut partir de la meilleure des intentions, il faut aussi que ces conseils arrivent au bon moment. Alors, pour en parler, je vais laisser la parole à Baptiste Canadi. Donc, je rappelle que vous êtes consultant, formateur et associé du cabinet Noetic Biz, un cabinet d'ingénierie philosophique. On va dire que vous essayez de favoriser le discernement et l'art de se poser les bonnes questions. Alors, la résilience, Baptiste Canadi, qu'est-ce que ça veut dire véritablement lorsqu'on vient de vivre une liquidation judiciaire? Merci Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire que la résilience quand on vient de vivre une liquidation judiciaire? Je dois commencer par dire, parce que le philosophe souvent le taxe de donner des leçons, je dois commencer par dire que je ne suis pas là pour donner des leçons. Parce que précisément, ce que pour certains des spectateurs, des personnes qui sont présentes, vous avez traversé ou que vous traversez en ce moment, précisément, je ne le connais pas. C'est-à-dire que littéralement, je n'en ai pas eu l'expérience. Donc, je ne me permettrai pas de tomber dans une énième intervention d'un philosophe qui vient donner du sens et qui donne en fait le sentiment de prendre de haut, sachant mieux, lui, que les autres, ce que vous traversez, et en particulier vous. Parce que l'intellectualisme, je crois, a des limites qui doivent être posées et bien observées. Personnellement, j'ai plus envie de vous écouter que de parler de philosophie. Je crois, car je crois sincèrement qu'il y a plus de philosophie dans vos expériences que dans tous les livres que je peux avoir lus. Et je ne serai donc pas ce philosophe qui vient vous donner des règles de vie et des conseils, à mon avis, fort peu opportuns. D'abord parce que, même quand ça vient des proches, ce genre de conseil peut faire violence. Ensuite, parce que je crois qu'il ne faut pas être trop pressé de vouloir intégrer dans son histoire ce qui peut précisément la désintégrer. Parce que la résilience, c'est bien exactement ça, c'est-à-dire la capacité de l'homme à intégrer ce qui peut le désintégrer, et je ne suis pas certain qu'il y ait de bonnes recettes pour ça. En tout cas, s'il doit y avoir des recettes, il faut bien se poser la question de savoir quand est-ce qu'on les cuisine. Et personnellement, je serais très vigilant au fait qu'à vouloir aller trop vite, on prend le risque de priver la subjectivité du temps dont elle a besoin pour s'approprier ce qui précisément lui arrive, c'est-à-dire l'élaborer, pour le dire dans un langage plus psychologique. Cette vigilance, je la tire évidemment de mon métier d'accompagnateur des changements, mais également de certaines lectures inspirantes, en particulier Paul Ricoeur, un philosophe français, qui avait à ce propos des mots très justes. Il a tiré l'attention sur le fait que les philosophes et les intellectuels, d'une manière générale, souvent voulaient intégrer le négatif, c'est-à-dire des événements traumatiques, comme un élément nécessaire, un passage obligé par lequel il faut passer pour atteindre un mieux, un sens. Et souvent, cette attitude-là, on le fait au moins de trois manières. D'abord, parce que Paul Ricoeur appelle un mauvais usage de la psychologie, c'est-à-dire un usage instrumentalisé et technoscientifique de la psychologie, où on va décrire des dynamiques psychiques, on va isoler des structures ou des moments clés, et on s'en sert de manière mécanique. Il ne faut toutefois pas oublier que ces étapes s'expérimentent plus qu'elles ne se conceptualisent ou s'intellectualisent. Et dire à quelqu'un qu'il est dans le déni et que donc, du coup, il sera bientôt dans la colère, n'a absolument aucun sens. Ensuite, un mauvais usage de la théologie, c'est-à-dire pour Ricoeur, l'idée qu'il y aurait un ordre normal qui nous transcende. Et par exemple, le fait que, parce que le Christ a vécu la passion et avant d'être ressuscité, on peut avoir des formules comme il faut souffrir pour renaître. Ou si on prend le bouddhisme, la souffrance est consubstantielle au bonheur, ou tout moment agréable porte en lui sa part de souffrance.
Il y a là une facilité théologique qui consiste à faire l'impasse sur l'expérience subjective engagée dans la souffrance et l'absurde. Pour rentrer dans un langage de justification, on dira, au fond, que la douleur et la souffrance ont une fonction qui consiste à expurger un trop grand amour de soi. Enfin, pour Paul Ricoeur, un mauvais usage de l'éthique, qui consiste à fournir des recettes, des bonnes attitudes, à tenir, à observer pour aller mieux, avec des formules comme « prends soin de toi, fais du sport, change-toi les idées », et puis l'immanquable « tu verras, ça ira mieux après ». Dans cet usage, on est en fait en train de dire que la confrontation à ce qui précisément peut nous anéantir, à l'absurde, à ce qui manque de sens, à ce qui en a perdu, à la vie et son expérience, en somme, peut se résumer à un ensemble de recettes qu'on aurait ou pas suivies. Ainsi donc, ce qui ne nous anéantit pas nous rend plus forts parce que on va pouvoir se dépasser à l'avenir, comme si la confrontation au néant pouvait finalement être évitée. Et finalement, la question qu'on peut se poser dans ce type d'usage-là, c'est est-ce qu'on n'est pas plus culpabilisant qu'autre chose quand on formule ce type de phrase? Comme Ricoeur, je crois que c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire, ces trois usages. En tout cas, pas tout de suite, ou en tout cas, peut-être pas bien s'interroger sur quand on le fait. Lorsque j'ai pu l'observer ou lorsque moi-même j'ai pu tomber dans ce travers de ces trois usages, c'est que souvent, je ne savais pas aider ou être réconfortant et que j'essayais quand même. Et je tombais du coup dans ces trois usages. C'est pour ça que je vous disais en commençant que la première envie que j'ai par rapport à cette thématique, c'est d'écouter ceux qui traversent ou qui ont traversé. Parce que c'est d'abord par là que tout commence. Eux seuls vivent ou sont en train de vivre ce qu'ils vivent et de la manière dont ils le vivent. Et c'est là que c'est très important. Parce que la seule chose que nous pouvons faire, c'est précisément d'abord d'écouter. Être là pour vous laisser vivre cette expérience et déposer ce que vous voulez déposer quand vous le voulez. Et le temps a ici une importance capitale. Parce qu'on ne peut pas toujours faire le pas de côté et penser à ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive. Parfois, on a besoin de plus de temps. On a besoin que les choses se tassent, qu'il y ait un travail qui se passe. Et souvent, les événements traumatiques de nos vies sont précisément des événements qui nous submergent. D'où le fait qu'il n'y ait pas forcément qui ait besoin de s'interroger sur le moment opportun. Et je crois que tout commence quand on accepte d'être submergé et qu'on se confronte à cette noyade, si j'ose dire, sans chercher à la fuir. Viendront sans doute plus tard des moments propices pour penser et se retourner. Et quand ces jours viendront, et seulement quand ils seront là, c'est-à-dire quand on se sent prêt, alors à ce moment-là, peut-être, on pourrait avoir 4 questions, une méthode inspirante qu'on pourrait utiliser. Une méthode qui nous est donnée par Bernard Stiegler, un philosophe qui nous a quittés l'année dernière. Cette méthode, c'est la pharmacologie. Elle consiste à se poser 4 questions clés qui, je crois, peuvent être aidantes quand on est capable de les entendre et de les accueillir. La première question, c'est qu'est-ce qui, dans cette expérience de liquidation, a été poison pour moi? La seconde, évidemment, c'est qu'est-ce qui, dans cette expérience, a été remède pour moi? Et puis, si on pousse le cran un peu plus loin, dans ces poisons, lesquels, paradoxalement, ont été curatifs pour moi? Et puis, là aussi, paradoxalement, dans les remèdes, lesquels ont paradoxalement été nocifs pour moi? Ces 4 questions, qui peuvent paraître anodines, pourront peut-être aider à clarifier quand elles s'avéreront pertinentes. Et vous comprendrez pourquoi on ne peut pas poser ces questions trop tôt. Et pourquoi, désolé d'être insistant, je crois qu'avant toute chose, il faut vous écouter, vous, et nous vous écouter aussi. J'en ai fini. Merci beaucoup, Baptiste Canadi. Alors, cette durée, ce besoin d'accompagnement long, on le verra notamment avec le témoignage d'Éléonore Blondeau tout à l'heure. On va peut-être rappeler les 4 questions rapidement, si vous ne les avez pas notées. Donc, qu'est-ce qui a été un poison? Qu'est-ce qui a été un remède? Quels poisons ont été curatifs? Et quels remèdes ont été nocifs? Voilà, c'est un peu les 4 questions que vous proposez de se poser, mais on l'a bien compris, dans le temps qui est nécessaire, pas forcément tout de suite, il y a forcément besoin de recul. Faire le deuil de son entreprise, c'est faire le deuil de quelque chose, et faire le deuil, c'est quelque chose qui prend du temps forcément. Alors après la philosophie, je vous propose
de convoquer l'histoire maintenant, parce que le regard social porté sur un entrepreneur en échec, eh bien, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de la révolution industrielle, c'est peut-être bien plus longtemps. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Célia Magra. Donc, je rappelle que vous êtes docteur en droit. Depuis 3 ans, vous êtes membre du comité scientifique de l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, l'APESA, et puis membre du comité scientifique de l'Observatoire du rebond. Dans le cadre d'une thèse, vous avez mené une dizaine d'entretiens sociologiques en sollicitant des entrepreneurs directement à la barre du tribunal judiciaire de Strasbourg, à la sortie de la chambre commerciale, après la prononciation de leur liquidation judiciaire. Et en fait, ce que vous avez constaté dans votre travail de thèse, travail historique et sociologique, donc, eh bien, c'est que l'image de l'entrepreneur en difficulté, montrée du doigt, stigmatisée, eh bien, ça remonte à beaucoup plus loin que l'ère industrielle ou le XXe siècle. C'est ça, Célia, hein? Oui, c'est ça. Et je préciserai que c'était aussi une étude juridique puisque c'était quand même une thèse de droit à la base. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai dû sortir des limites des textes de loi. Parce que quand j'ai commencé ma thèse, moi, on consacrait ce que j'ai appelé les stigmates de la faillite. Je pensais m'arrêter en 1985, puisqu'après tout, en 1985, c'était la fin, théoriquement, du droit de la faillite, puisqu'on en parle toujours. Et c'était l'avènement du droit des entreprises en difficulté. Donc finalement, le droit ne réprimait plus l'insolvabilité, qu'il ne privait plus le chef d'entreprise de ses droits civils et politiques. Je pensais que ce n'était pas utile de continuer plus loin. Mais parce que la recherche s'accorde mal des présomptions et des suppositions, j'ai quand même poursuivi mon étude et j'ai vu par-ci par-là des éléments qui m'ont permis de constater que les stigmates, ils étaient peut-être plus légaux, mais ils étaient toujours bien présents. Donc j'ai interrogé les professionnels du droit qui accompagnent à présent les chefs d'entreprise. Et à part l'un d'entre eux qui m'a dit que j'avais une vision un petit peu trop balsacienne du droit, j'ai pu constater que cette faillite était toujours un beau drame commercial, comme l'avait qualifié Balzac en son temps. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Marc Guigné, donc l'un des fondateurs d'APESA, qui est aujourd'hui un ami et qui a été dans mon jury de thèse. Donc APESA, c'est aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë. Et il m'a confirmé que finalement cette idée que les stigmates existaient toujours et qu'ils pouvaient être très douloureux, c'était pas une invention de ma part. Et que la stigmatisation, elle ne provenait pas simplement des textes de loi, mais qu'elle pouvait subsister, même lorsque les textes se montraient cléments. Donc cette stigmatisation, elle s'enracine dans les préjugés qui vont assimiler l'échec à la fraude, sans avoir besoin de s'interroger sur les motifs qui ont conduit, alors même que l'échec n'est jamais volontaire, puisqu'il est subi. Elle s'enracine aussi, cette stigmatisation, dans l'idée que ne pas payer ses dettes, c'est toujours mal, sans égard à la responsabilité, et que la société mérite de se venger de celui qui n'a pas pu honorer ses engagements. Donc, ce poids moral qui pèse sur les chefs d'entreprise, j'ai pu voir qu'il était toujours très lourd. Et si le doute pouvait subsister, les quelques semaines que j'ai pu passer au tribunal judiciaire de Strasbourg auraient suffi à l'écarter. Donc, je précise qu'il n'y a eu que 10 entretiens parce que finalement, c'était censé être ma conclusion de thèse et que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement à dire que j'étais obligée de restreindre. Mais j'ai quand même passé un mois au tribunal pour pouvoir vraiment incarner ces idées-là que j'avais en étudiant le vécu des chefs d'entreprise. Donc, bien sûr, il y avait des chefs d'entreprise qui considéraient ce passage au tribunal comme une formalité, voire comme une perte de temps. Mais ce n'est pas la majorité de ceux que j'ai pu observer, contrairement à ce qu'on peut lire, malheureusement. Donc, finalement, il y a, parmi ceux qui ont refusé de me parler, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup, j'ai trouvé des gens qui étaient en plein deuil, qui étaient trop marqués par leur liquidation toute récente pour échanger à ce propos. D'autres qui étaient en colère, très, très en colère contre ce qui avait pu les mener au tribunal, ou bien encore trop inquiets, principalement dans les mesures préventives, que notre entretien puisse rendre public leur situation. Quant à ceux qui ont accepté d'échanger avec moi autour d'un café, parfois pendant plus d'1 heure, ils m'ont fait part de toute leur peine, de leurs angoisses, mais aussi du combat pour sortir de cette situation sans l'aide du tribunal. Tous ont mentionné le stress généré par les premières difficultés, mais aussi pour certains, les insomnies, la multiplication des heures de travail, la suppression des vacances, bien évidemment, l'absence de temps en famille et malheureusement, un peu trop souvent dans les faits, les idées noires, voire suicidaires. Tous ceux que j'ai interrogés ont favorisé des solutions transitoires, des emprunts à des proches, des ventes de biens, des demandes de délai, des augmentations du découvert,
pour éviter la cessation de paiement et certains des stratégies encore plus directes comme ne plus répondre au téléphone ou ne plus ouvrir les courriers. Bien qu'ils aient été très nombreux à passer par ces étapes violentes, tous ont l'impression qu'ils sont complètement seuls à ce moment-là, qu'ils ne peuvent en parler à personne et surtout qu'ils ne doivent en parler à personne et que personne ne pourrait les comprendre. Donc, ce premier état des lieux que j'ai fait au tribunal m'a montré que les personnes avaient parfaitement conscience de leurs difficultés. Souvent, on dit le chef d'entreprise, il ne se rend pas bien compte, il n'a pas vu que ça allait dans le mur, mais s'il le voit, et ils en souffrent énormément, c'est juste qu'à aucun moment, l'appel au tribunal ou la recherche d'aide n'est envisagée comme un moyen de traiter ces difficultés parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent s'en sortir seuls. Le processus judiciaire, parce que c'est vraiment là-dessus que moi je me suis concentrée, comme ça restait une étude qui était une étude de droit, le processus judiciaire, ça leur apparaît comme une bataille. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils ignorent à quelle sauce ils seront mangés, et souvent le jargon juridique, il contribue à nourrir cette espèce de nébuleuse autour du droit des entreprises en difficulté qu'on a du mal à comprendre tellement il est vaste. Et pourtant, c'est bien dommage parce qu'avec le coronavirus, jamais les solutions proposées aux chefs d'entreprise en difficulté n'ont été aussi nombreuses. Tellement nombreuses qu'on peine encore plus à comprendre comment ça marche et ce dont on peut bénéficier. Et on peut remarquer en ce moment, comme c'est le cas d'ailleurs à chaque crise que j'ai pu étudier à travers l'histoire, qu'il y a une grande cohésion autour de l'accompagnement du chef d'entreprise. Et pour cause, le président a lui-même annoncé en 2020 qu'aucune entreprise, qu'importe sa taille, ne serait livrée au risque de faillite. On peut critiquer l'usage du terme faillite qui n'existe plus et cette idée d'être livré au risque de faillite qui fait peur et qui sonne comme une menace. Mais bon, ça mériterait plus de développement, c'est pas le sujet du jour. Donc la difficulté, c'est que ça fait encore plus peur de faire appel au tribunal et que le nombre de procédures collectives enregistrées a énormément baissé, c'est le plus bas depuis une trentaine d'années, et que les procédures préventives qui sont déjà peu utilisées en temps normal sont complètement désertées. Pour autant, s'il est possible d'éviter plus longtemps le tribunal en faisant appel à des aides ou tout simplement en attendant que le vent tourne, il y a quand même des chefs d'entreprise qui disent qu'ils craignent plus la faillite que le coronavirus. Ça veut dire que la possibilité de perdre leur entreprise est pour eux plus douloureuse que cette maladie qui tue quand même beaucoup de gens, ce qui est extrêmement inquiétant. Ça veut bien dire que cette peur de la faillite, elle est parfaitement indépendante du processus judiciaire lui-même et qu'elle s'enracine vraiment très profondément dans la perception de l'échec. Dans l'idée que ne pas payer ses créanciers, ne pas tenir ses engagements, même si on n'est pas coupable. J'ai vu à travers l'histoire des chefs d'entreprise, enfin, pas des chefs d'entreprise, à l'époque c'était des commerçants, qui avaient la preuve qu'ils n'avaient pas pu payer leurs créanciers parce que leur usine avait brûlé, ils se sentaient quand même coupables. Je précise qu'il n'y avait pas mis le feu, quand même. Mais voilà, donc ça veut dire que même vraiment quand la responsabilité est totalement absente, la culpabilité de la personne, elle est toujours présente. Donc finalement, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que risquer d'avouer ses difficultés, c'est s'exposer à perdre sa réputation quand même, et c'est ça la difficulté de la stigmatisation en partie. Et c'est aussi perdre ses dernières chances potentiellement de s'en sortir. Donc le chef d'entreprise se dit « je dois m'en sortir seul, personne ne doit savoir ». Donc si j'ai consacré mes recherches à la stigmatisation de l'échec entrepreneurial, c'est par conviction dans l'intérêt et dans l'efficacité du droit des entreprises en difficulté. Ce droit, il a été éprouvé par l'expérience et par des années d'évolution, des siècles d'évolution d'ailleurs. Il est sans cesse remis en cause, il est sans cesse perfectionné. Pour autant, l'image qu'on en a est toujours celle de la faillite, un mot qu'on tente de supprimer par tous les moyens, celle que l'on doit craindre, car elle emporte à la fois les possessions et la réputation. Mais pourquoi le chef d'entreprise devrait cacher sa situation ? Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir honte pour sa réputation, craindre, alors qu'il n'a pas commis de faute ? Pourquoi le fait de rechercher de l'aide auprès des professionnels spécialement habilités, c'est perçu comme une faiblesse et une humiliation ? Et pourquoi est-ce que faire appel à une procédure préventive ou collective, ça marque profondément et à long terme ? Le concept de stigmatisation qui est au cœur de mon étude, il permet d'offrir un début d'explication à ces questions qui restent encore sans réponse. Être stigmatisé, ça peut être défini comme être pénalisé, non pas pour ce que l'on est, mais pour ce à quoi on est associé.
Être stigmatisé, c'est perdre son identité au profit d'une étiquette. On parle d'ailleurs d'étiquetage dans le processus de stigmatisation que l'on nous attribue et qui engendre de nombreux préjugés qui sont véhiculés par une société qui vont ensuite voir notre existence comme un danger. Donc, même si les solutions se multiplient pour gérer les difficultés de l'entreprise en temps de crise, la conscience pour le chef d'entreprise de cette perception négative de l'échec, mais aussi l'anticipation de la stigmatisation qu'il pourrait subir, c'est un puissant frein à la recherche d'aide. Et pour cause, parce que dans le monde des affaires, la stigmatisation, ça peut avoir des conséquences financières énormes puisque ça signifie perdre la confiance et que la confiance, elle s'évalue en argent. Malheureusement, s'isoler, ça n'atténue pas la violence du stigmate puisqu'il y a aussi une autre facette qui s'appelle l'autostigmatisation. Ça veut dire qu'on va souvent envisager la stigmatisation et les préjugés comme quelque chose qui vient uniquement de l'extérieur. Malheureusement, la vivacité du stigmate, elle repose aussi sur le fait qu'on a nous-mêmes intégré ces préjugés, qu'on a nous-mêmes intégré cette étiquette et qu'à partir du moment où on va se retrouver dans ce cas stigmatisé, on va considérer qu'on n'a plus aucune valeur, que tout ce qu'on a fait, ça ne sert à rien et que si on ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est qu'on est incapable. Ce qui est dommage, parce que maintenir dans ces cas-là le secret, ça paraît vraiment la seule solution qui est à disposition et que cette solution, elle n'est pas pérenne, qu'elle va conduire à des stratégies d'évitement qui sont éreintantes physiquement et psychologiquement, alors que l'aide extérieure des associations, des institutions, des professionnels du droit, du chiffre, elle pourrait être salutaire. Donc l'aboutissement des recherches que j'ai menées ici, c'est que le stigmate de la faillite est ancien, qu'il est puissant, mais qu'il n'est pas inaltérable. Et ce qu'on fait aujourd'hui, j'espère, le prouve. La tolérance envers la défaillance n'est jamais plus vive qu'en temps de crise, lorsque leur nombre explose, puisque l'échec va sortir de la normalité pour devenir un phénomène banal, parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc le chef d'entreprise, il va devenir à ce moment-là une victime digne de compassion et non plus de mépris, car au lieu d'être présumé malhonnête, il est présumé innocent. Mais agir contre la stigmatisation, ça suppose de ne plus avoir du tout de préjugés, de ne plus considérer que c'est intrinsèquement honteux et que le chef d'entreprise qui est insolvable va être nécessairement coupable ou incompétent, qu'il est préférable pour lui de se cacher dans l'ombre. Dissimuler l'échec entrepreneurial, ce n'est pas la solution. Et je pense qu'au contraire, il faudrait pouvoir le faire éclater au grand jour et à travers ça, montrer l'extraordinaire variété des risques qui peuvent frapper un chef d'entreprise. Parce que comme ça, on serait capable de voir que l'échec de l'entreprise, c'est quelque chose de banal et de normal. C'est pour ça que je suis ravie de faire partie de l'Observatoire du rebond et aussi du comité scientifique d'APESA, parce qu'en plus de contribuer activement à trouver des solutions et à accompagner les chefs d'entreprise, il montre que chaque personne mérite d'être aidée et accompagnée. Et donc voilà, et c'est aussi pour ça que je travaille aujourd'hui aussi comme consultante avec Time Sherpa qui accompagne des entreprises et que bientôt je vais travailler pour Crésus qui accompagne des gens en difficulté financière. Voilà. Donc j'espère qu'on viendra à bout des préjugés tous ensemble. Merci beaucoup Célia. Et puis ces préjugés sur une double dimension, évidemment les préjugés de la société dans son ensemble, mais surtout les préjugés qui sont intériorisés par l'entrepreneur lui-même qui anticipe parfois sur de mauvais chemins tout simplement. Alors maintenant, après la philosophie, après l'histoire, on va donner la parole à la psychologie. On va parler de pathogénèse, de salutogénèse, des termes qui peuvent paraître un peu compliqués, mais qui va nous aider à comprendre Bernard-Marie Augustin. Vous êtes chercheur, Bernard-Marie Augustin, associé à l'Observatoire Amaroc, qui est un observatoire de la santé de dirigeants des travailleurs non salariés et des PME, créé il y a 12 ans sous l'égide du professeur Olivier Torres. Et puis, vous êtes doctorant également, Bernard-Marie Augustin. Vous avez fait une thèse sur la santé du dirigeant après une liquidation judiciaire et son rebond. Alors, vous avez donc étudié tout le processus du rebond, de ce traumatisme de la liquidation, on l'entendait, jusqu'à la reprise d'activité. Et souvent, au moment de ces difficultés, on observe les 4 D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Bien, merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Alors, je précise quand même que je n'ai pas finalisé encore ma thèse. Ça ne saurait tarder d'ici la fin de l'année. Je vous remercie de votre intervention et puis je suis d'ores et déjà passionné par
les premiers témoignages qui ont eu lieu depuis le début de ce webinaire, et en particulier avec Célia, qui m'ouvre des portes aussi sur le traumatisme que représente la liquidation judiciaire. Alors, comme vous l'avez dit, les universitaires parfois emploient des mots savants, entre guillemets, mais on dit souvent aussi que les élites ne reconnaissent que les écrits, et donc il est important que chacun puisse témoigner à son niveau, que ce soit des universitaires, des scientifiques, des dirigeants d'entreprise, de manière à mieux comprendre la problématique de ce qu'est l'échec entrepreneurial et de son tabou qui est très marqué en France, et puis bien sûr une ouverture beaucoup plus salutaire et plus optimiste vers le rebond. Alors, mon intervention porte sur plusieurs termes, vous l'avez souligné, qui méritent d'être clarifiés afin de mieux comprendre ce processus, car c'est un processus du rebond professionnel. Quand je cite le rebond professionnel, j'entends par là l'orientation d'une nouvelle trajectoire, qu'elle soit entrepreneuriale ou salariale. Alors, vous me direz, l'association, dans quelle case on peut classer cela ? Nous considérons que l'orientation vers la partie associative représente l'entrepreneuriat. Donc, ça concerne ce rebond du dirigeant de PME, TPE, à la suite d'une liquidation judiciaire, donc d'une procédure collective qui se caractérise par la cessation définitive d'activité que malheureusement beaucoup d'entrepreneurs ont connue et qui sont sur le plateau aujourd'hui. Je précise aussi, comme l'a souligné Jean-Baptiste, que ces propos que je vais tenir sont inspirés par mes travaux, bien sûr, dans le cadre de la préparation de la thèse, sur la santé du dirigeant de PME et le rebond, et que ce travail doctoral n'aurait pu se concrétiser sans le soutien indéfectible des associations du portail du rebond, et en particulier, à tout seigneur, tout honneur, avec notre président Guillaume Mullier, qui anime avec brio 60 000 rebonds, et qui a constitué mon principal terrain d'investigation. Enfin, je pense, aujourd'hui tout particulièrement, parce que certains m'ont déjà adressé certains messages, je rends hommage aux 50 dirigeants qui ont eu la gentillesse de témoigner de leur récit de vie depuis plusieurs années. Bien, rentrons dans le vif du sujet. En avant-propos, parlons de la salutogénèse et de la pathogénèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La salutogénèse, tout d'abord. Alors, c'est un principe, ce concept est issu des travaux d'un chercheur américain, universitaire, d'origine israélienne, qui s'appelait Aaron Antonovsky, et qui désigne en fait une approche se concentrant sur les facteurs favorisant la santé et le bien-être. Facteurs favorisant la santé et le bien-être physique, mental et social au titre de l'Organisation mondiale de la santé, plutôt que l'étude des causes de la maladie. Donc pathos, pathogénèse. Ce concept de salutogénèse et de pathogénèse a inspiré de nombreux chercheurs en sciences de gestion et a fait appel à de multidisciplines, sociologie, psychologie, sciences médicales, sciences de gestion, droit, comme l'a souligné Célia. Ce concept a inspiré de nombreux chercheurs en sciences de gestion et en particulier au sein de l'Observatoire à Maroc, avec son équipe de chercheurs présidée par le professeur Olivier Torres, qui montre la salutogénèse, qui insiste sur la salutogénèse entrepreneuriale. Ces travaux ont permis de retenir de façon synthétique qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. Alors, cette phrase qui paraît banale a fait l'unanimité de la communauté scientifique. Entreprendre, c'est bon pour la santé, même si entreprendre, et vous le savez mieux que moi, c'est épuisant. En revanche, il faut bien évidemment la santé pour réentreprendre. Pourtant, la liquidation judiciaire contrarie sévèrement ce mécanisme, et c'est ainsi que c'est une boucle récursive. Entreprendre, c'est bon pour la santé, mais il faut la santé pour réentreprendre. Cet incident critique de vie qu'appellent certains universitaires, donc à travers la liquidation judiciaire, a des conséquences délétères sur la santé physique et mentale
du dirigeant, donc on peut parler là véritablement de pathogénèse. Et elle provoque, cette liquidation, un véritable traumatisme sur le plan somatique, psychologique, financier et bien souvent familial, amplifié, comme l'a souligné Célia, par une stigmatisation de la société qui vient renforcer encore plus ce sentiment de culpabilité et de honte. Ce diagnostic, entre guillemets, nous a conduit à qualifier ce haut niveau de souffrance entrepreneuriale par le terme de morbigénèse. Alors, je ne l'ai pas rêvé cette nuit, hein. Ça vient du latin morbus qui veut dire maladie et qui peut conduire aussi à des actes tragiques et irréversibles par le suicide de l'entrepreneur, qui reste aussi là un tabou très marqué en France. Alors vous allez me dire, là on est dans les idées noires, et ce qui m'intéressait c'était de voir quelles étaient les issues possibles pour se sortir de cette impasse et se relancer dans une nouvelle trajectoire professionnelle. Alors je fais appel aux conditions du rebond, parce que comment rebondir dans de telles conditions lorsqu'on est meurtri, blessé, knock-out, et c'est ce que nous mobilisons donc à travers ces conditions du rebond, qui obéissent à la mise en place, bien évidemment, de mécanismes complexes, mais nécessaires, que sont le deuil. Le deuil, c'est la mort symbolique de l'entreprise, à l'instar de la perte d'un être cher. Et ceci s'explique d'autant plus par le lien affectif et le mot émotionnel du dirigeant avec son entreprise qu'il considérait bien souvent comme son bébé, entre guillemets. À l'issue d'un travail de deuil, plus ou moins variable, bien évidemment, celui-ci ouvre la voie d'un processus dynamique de résilience. Donc, il y a cette courbe de deuil, comme l'a souligné Guillaume tout à l'heure, et la phase finale de l'acceptation ouvre les portes vers le chemin de la résilience. Alors, il y a plus de 1000 thèses qui ont été consacrées sur la résilience. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance d'en rajouter une nouvelle définition. Je m'appuierai sur une définition de Marie-Josée Bernard à l'EM Lyon, qui précise que la résilience peut être définie comme la capacité d'une personne ou d'un groupe à bien se développer, à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. Alors, pour qu'il y ait résilience, il y a deux conditions. Il faut la survenue d'un traumatisme et deuxièmement, l'aptitude de la personne à surmonter celui-ci. Alors, ce rebond professionnel, entrepreneurial ou salarial, est facilité par l'existence de facteurs clés de rebond à titre individuel. Donc, c'est le capital humain, social, psychologique de l'être humain dans un environnement, par exemple, socio-affectif extrêmement bienveillant, ce que nous avons appelé les tuteurs de résilience. Ça peut être aussi une bonne hygiène de vie, ça peut être aussi les chemins de la spiritualité, de la foi et de la croyance, mais c'est aussi à titre collectif, par des associations, et nous allons y venir, à forte identité entrepreneuriale, composée de femmes et d'hommes altruistes et bienveillants en termes de coaching, de parrainage, d'expertise. Ces personnes bienveillantes sont dotées bien évidemment de dispositifs et d'outils d'accompagnement en mesure de redonner confiance et de remettre en selle l'entrepreneur défailli. Cet accompagnement professionnel bienfaisant et salutogène post-échec s'inscrit dans une véritable, on revient sur la boucle, de salutogénèse du rebond, qui est un facteur de réussite et de renaissance par la déclinaison d'une véritable processus et d'une thérapie de ce que nous avons appelé associative. Cet accompagnement post-liquidation judiciaire permet d'accélérer et d'optimiser ce rebond du dirigeant de PME vers d'autres perspectives professionnelles que nous qualifions de bifurcation biographique ou professionnelle, soit vers l'entrepreneuriat, soit vers le salariat. Et pour faire une métaphore, ou en tout cas employer ce que le Centre des jeunes dirigeants a appelé les 4D, c'est-à-dire le dépôt de bilan, la dépression, le divorce
et malheureusement, tragiquement, parfois le décès, le 4e D par suicide, nous opposons une vision beaucoup plus optimiste, plus joyeuse et plus salutogène que sont les 4 R, la reconstruction personnelle, la résilience, le rebond et la renaissance. Ainsi, nous proposons la définition du rebond, puisque nous en avons parlé en introduction. Qu'est-ce que le rebond en fait? Selon notre définition, après un traumatisme personnel, économique et financier lié à une liquidation judiciaire, le rebond professionnel, entrepreneurial versus salarial, c'est un processus de revitalisation graduelle sur le plan somatique, psychologique et pécuniaire, permettant d'insuffler une nouvelle dynamique de projet en forte cohérence personnelle et professionnelle. Et j'insiste bien sur le sens de la cohérence qui a été développé par ce chercheur Antonovsky, c'est-à-dire qu'une reconversion alimentaire n'est pas pour nous, selon nous, un rebond assumé et assuré. Il faut que ce soit en forte cohérence personnelle et professionnelle en fonction de ses valeurs, de ses croyances et de ses convictions. Voilà. Merci beaucoup, Bernard-Marie. Le temps tourne malheureusement. Il va falloir qu'on enchaîne. Votre attention. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très clair. Donc, ce passage des 4D aux 4R, on aura peut-être l'occasion de les redonner en fin de webinaire. Alors, maintenant, on a le cadre, on a la science, on va confronter tout ce qu'on vient d'entendre, toutes ces différentes interventions au témoignage du réel, au témoignage de 2 entrepreneurs qui ont rebondi. Tout d'abord, Éléonore Blondeau, à la sortie de votre école de commerce l'EM Lyon, vous avez lancé en 2016 l'entreprise Seydin, qui a voulu lancer sur le marché votre intuition pour réduire l'utilisation de verres jetables. Vous avez créé un distributeur de boissons avec des gobelets réutilisables, mais qui ne faisait pas que les distribuer. Le client pouvait redéposer son verre en plastique dans la machine qui le nettoyait. Un concept baptisé Clean Cup et qui a séduit. Vous avez remporté de nombreux prix. Les articles de presse se sont multipliés, mais vous n'êtes pas arrivé à trouver suffisamment de fonds pour amorcer l'industrialisation du concept. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire et puis c'est la liquidation à l'automne 2019 avec un repreneur que vous aviez choisi, ce qui vous a donné de l'espoir, mais finalement, ça ne se passe pas comme prévu. On met fin à votre période d'essai chez le repreneur et vous vous retrouvez donc sur le carreau quelques mois plus tard, en janvier 2020. Vous avez été ensuite accompagné par 60 000 rebonds, on verra comment, mais en ce début d'année 2020, pour bien comprendre et faire le lien avec tout ce qu'on a entendu, Éléonore Blondeau, dans quel état vous vous êtes retrouvé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? De la colère, du déni, de la déprime? Qu'est-ce que c'était? Le vide. Le vide? Oui, bonjour à tous. En fait, on avait obtenu le redressement judiciaire, on avait plusieurs candidats et on ne choisit pas officiellement son repreneur, mais bon, on peut orienter effectivement. Et donc, en octobre 2019, on avait donc trouvé un partenaire avec lequel on pouvait normalement continuer l'aventure. Et donc, je suis devenue salariée à ce moment-là de l'entreprise parce que je ne m'étais jamais rémunérée, ayant toujours préféré recruter pour avancer. On avait une dizaine de collaborateurs et moi, j'ai été pendant 5 ans au RSA. Donc, j'ai eu une période d'essai quand j'ai intégré le repreneur. Et en fait, le 21 janvier l'année dernière, en un coup de téléphone, il m'a dit en fait, c'est terminé, au revoir. Et en 1 heure, je n'avais plus accès à mes emails ni à quoi que ce soit. Donc, ça a été très difficile. En fait, tout ce que vous avez construit pendant 5 ans, déjà, vous l'aviez à moitié, en partie perdu lors du jugement, mais en fait, moi, je m'étais dit, même si je gagne rien, en fait, en termes de financier, à minima, on peut quand même continuer le projet. C'est déjà une belle suite parce qu'en fait, Clean Cup n'était qu'un premier projet que j'avais par rapport aux autres et avec ce repreneur-là, justement, on aurait pu aller plus loin. Donc, je m'étais dit que c'était quand même un moindre mal. Et effectivement, quand 3 mois après, finalement, on vous retire tous les liens que vous avez avec l'entreprise, avec le projet. Vous avez juste, vous savez pas quoi faire. Quelle sera la suite? Donc, vous êtes retrouvé seul, véritablement. On parlait beaucoup de solitude tout à l'heure. C'est ce que vous avez ressenti? Alors,
J'ai la chance d'avoir toujours été entourée. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi l'aventure ClinkUp. En l'occurrence, je connaissais déjà Guillaume depuis quelques mois qui m'avait parlé à l'époque de 60 000 rebonds, mais c'était trop tôt quand il m'en avait parlé. Donc là, j'ai appelé 60 000 rebonds à ce moment-là. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'amis qui m'ont vraiment aidé à sortir, à garder la tête hors de l'eau. Mais c'est vrai que pendant 2 mois, j'avais perdu toute confiance en moi. Je ne me pensais plus capable un jour de faire un post LinkedIn. Et pour ceux qui me connaissent, c'est pourtant ce que je fais tous les jours. Donc, je ne pensais plus pouvoir travailler. En fait, je ne savais plus quelles compétences j'avais. Je savais plus. Parce que moi, j'ai lancé ClinkUp parce que je ne trouvais pas quel métier je voulais faire dans la vie. Donc, en fait, en sortant du coup maintenant de ClinkUp, je ne savais toujours pas quel était ce fameux métier qui m'attendait. Et donc, ouais, ça a été vraiment 2 mois où je pleurais assez régulièrement, où on ne se sent plus capable de quoi que ce soit, on ne sait pas dans quelle direction on va aller. Alors, j'ai eu de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me proposer des opportunités, qu'elles soient salariales, entrepreneuriales ou en freelance. Mais en fait, je ne m'en sentais pas capable. D'ailleurs, j'avais obtenu un poste assez important fin février et finalement, à la dernière minute, j'ai refusé. Je l'ai transmis j'ai mis en relation avec une amie qui elle l'a obtenu. Mais voilà, c'était 2 mois très vides et quand je pensais enfin me relancer, mois de mars, en tout cas me relancer, reprendre un peu d'énergie positive et en fait recommencer à être dans la proactivité, rappeler le réseau et essayer de voir, étudier tous ces appels que j'avais reçus. Ça a été le confinement. Donc là, le mois de mars, en plus que j'ai passé dans mes 30 mètres carrés en plein Lyon sans terrasse, autant vous dire que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. C'est rester des jours entiers sur mon lit, à ne rien faire, ne plus rien penser, ne plus avoir la force de lire, parce qu'à force de lire, à juste rester là et attendre que ça passe. Et c'est peut-être le temps aussi qui a été la clé. On va y revenir. J'aimerais donner la parole aussi à Bernard Glob pour croiser un peu les témoignages. Bernard Glob, vous avez aussi traversé une phase difficile avec une liquidation judiciaire. C'était à l'automne 2004, il y a 15 ans. Votre entreprise d'accompagnement et de formation pour la gestion du temps et l'organisation dans le travail, qui s'appelait 7e Dimension, s'est retrouvée en difficulté après la fusion de 2 de vos plus gros clients. Une situation qui a créé des conflits en interne avec vos collaborateurs. Vous avez parlé de guerre interne peut-être. Et puis du jour au lendemain, vous êtes retrouvé seul avec un véritable traumatisme. Vous avez eu une résilience très rapide, mais finalement, ce n'était pas forcément durable. Est-ce que votre trajectoire de rebond aussi, on peut dire que ce n'est pas une trajectoire linéaire, qu'il y a des hauts et des bas. On parle de cette courbe du deuil aussi. Ce n'est pas exponentiel en ligne droite. Bernard Glob, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, il faut ouvrir votre micro. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vais activer mon micro. Oui, on marchait très, très bien. Et puis, d'une année à l'autre, grosse catastrophe économique avec 2 clients qui arrêtent leurs activités du fait d'une fusion entre eux. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de difficultés à pouvoir trouver du travail. Et la trésorerie était bonne. Du coup, j'ai cherché à conserver un petit peu tout le monde. En se disant, si on produit un effort, on va y arriver. Et peut-être un excès de transparence a mis un petit peu d'animosité dans les systèmes et a fait une petite guerre interne qui, je pense, a précipité la fin de l'entreprise. Et j'ai eu beaucoup de peine à m'en sortir, mais surtout, la problématique, c'est que j'avais commencé par me dire, c'est en faisant des efforts moi-même que j'arriverai à tenir tout le monde. Donc, j'avais arrêté à partir du printemps à me donner du salaire en me disant la trésorerie, sans mon salaire, ça devrait s'en sortir, on devrait y arriver. Et puis en fin d'année, quand il a fallu aller au tribunal pour déposer le bilan, j'ai demandé un redressement judiciaire. Et au moment du redressement judiciaire, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus les armes pour pouvoir lutter. Et ce qui se passait en interne dans l'entreprise faisait que je ne pouvais pas y arriver. Du coup, 3 mois après, on a tout arrêté. Et ça a été très compliqué. Je me suis retrouvé vraiment très seul. Très seul avec l'idée qu'il fallait que je m'en sorte. 4 enfants à la maison, une épouse qui attendait notre 5e enfant et aucun salaire. Et puis, un truc qui est très, très simple et très bête, mais
quand on est en fin du mois de novembre et qu'on entend arriver Noël à quelques semaines de là, on se dit comment on va fêter Noël avec les enfants. Et là, j'ai une épouse qui a été assez extraordinaire, qui nous a donné la pêche, qui a mis tous les moyens qu'il fallait pour qu'on puisse vivre cette période dans la plus grande simplicité. Et ça m'a beaucoup aidé à rebondir. Mais il y a une autre chose qui a été extrêmement intéressante et qui est un phénomène plus exogène à la famille, puisque ce sont 2 clients qui ont su que j'avais déposé le bilan et qui m'ont soutenu en disant « Bernard, on a besoin de travailler avec vous, il ne faut pas que vous arrêtiez ». Et du coup, d'un coup d'un seul, je me suis dit « faut que je relance mon activité », mais franchement sans réflexion. Je n'ai pas du tout réfléchi à la situation et je me suis dit « il faut que je redémarre avec ce que je sais faire et comment je sais le faire ». Je ne me voyais pas du tout être salarié et j'envisageais même pas dans quel type d'activité je pouvais être salarié. Et j'ai redémarré avec un petit coup d'énergie. Les 2 clients en question ont été dépassés par un 3e client qui, lui, avait besoin d'une formation assez rapidement sur la fin d'année. Et ce qui fait que j'ai pu avoir une petite formation juste un peu avant Noël. Et ça a été le petit bol d'air qui m'a dit « c'est bon, il faut y aller, tu vas repartir ». Et à l'énergie, je suis reparti. J'ai redémarré une année 2005 qui a été un peu chaotique, il faut le dire, parce qu'il fallait tout recréer, reconstruire une entreprise. J'ai eu quelques associés autour de moi qui étaient des amis un petit peu lointains, mais qui m'ont donné un petit coup de pouce, alors que mon carnet d'adresses s'était totalement vidé. Je me retrouvais dans une sorte de solitude et d'isolement, un peu comme disait Éléonore à certains points tout à l'heure, et surtout de rejet. J'ai eu des clients que j'essayais d'appeler et puis avec qui il n'y avait franchement rien à faire de possible. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais m'en sortir? Et puis, à force d'efforts, 2005, c'est pas trop mal passé. Mais tout ça pour dire, Jean-Baptiste, qu'à la fin de l'année 2005, j'ai eu quand même un gros coup de semonce physique. Et l'année 2006 a démarré avec une hernie discale, un petit peu un ras-le-bol, plein le dos. Et je me suis retrouvé couché 6 mois. 6 mois couché par terre sur son ciment de salon, ça peut dire que ça fait réfléchir un petit peu. Et puis, du coup, le rebond s'est repassé derrière sous d'autres formes. Mais la première des choses quand même, ce que je voudrais signifier ici, et je l'ai entendu tout à l'heure à travers les mots de Célia, c'est que l'environnement familial, pour moi, a été prédominant pour me constituer un avenir que je ne voyais plus. Et j'ai une grosse foi dans la vie, mais je pensais quand même à un acte définitif à un moment donné. Voilà. Avec le recul, Bernard Glob, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le rebond ou qu'est-ce qui a été le déclic un peu quand est-ce qu'entre guillemets vous avez touché le fond pour véritablement amorcer ce rebond? Il y a eu toute une période assez longue. Mon rebond a duré pendant 4 ans. En tout cas, je l'ai estimé sur 4 ans, non pas forcément que sur le plan économique, mais sur le plan psychique. Et quand, au plan psychique, je me suis senti à peu près bien, on s'est retrouvé avec la crise des subprimes en 2008. Et du coup, ça m'a permis de passer cette crise des subprimes avec un peu moins de boulot, mais en ayant des épaules un petit peu plus solides. Mais par contre, ce qui a été le plus difficile au démarrage, au-delà de tout ce rejet dont je parlais tout à l'heure, c'était cette idée qu'il fallait que je fasse de façon permanente que j'atteigne mon seuil de rentabilité de l'époque d'avant le dépôt de bilan, avec cette idée constante que j'avais un devoir en tant que dirigeant de faire vivre une dizaine de personnes qui étaient mes collaborateurs de l'époque. Et du coup, je n'arrivais pas à me départir de cette idée que j'avais plus besoin de sortir 40 à 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour pouvoir s'en sortir. J'avais besoin de bien moins. Et même si je sortais 1 000 ou 1 500 euros, ça aurait été extraordinaire. Mais j'avais psychologiquement en tête cette idée qu'il fallait que j'aille encore plus loin. Et ça, c'était un poids énorme pour moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir de ça. Et Léonore, je vous vois opiner du chef au témoignage de Bernard. Pour vous, là aussi, quand est-ce que vous avez commencé à accepter finalement? On entendait tout à l'heure un intervenant qui nous disait le temps de l'acceptation, c'est peut-être le temps du rebond. Oui, parce qu'en fait, l'intervention tout à l'heure, j'ai parlé de la partie dans le fond, et heureusement, aujourd'hui, ça va mieux. En fait, moi, je parlais sur les salariés. Moi, j'ai mis longtemps à accepter le fait que je doive déposer le bilan, et c'était particulièrement en pensant à mes salariés au mois de juillet 2019. Et donc, oui, parce qu'on a dû déposer les bilans, non pas par manque de clients, mais vraiment par manque de fonds propres pour industrialiser le projet pour lequel on avait partenaires et clients.
et aucun frein technologique. Donc, le rebond, il prend du temps et l'acceptation, je pense que dans mon cas, elle est toujours en cours. J'ai du coup commencé à être à nouveau un peu proactive au mois d'avril 2019. Et puis le temps en fait, pareil, moi, être salarié temps plein, c'est pas quelque chose que j'envisageais, mais en même temps, recréer une entreprise et encore à l'heure actuelle, pour moi, c'est inconcevable avoir des salariés. Pour moi, c'est beaucoup de stress et de poids. En fait, c'est une boule au ventre concrètement. Même si c'est une belle aventure aussi, hein, évidemment, mais c'est aussi beaucoup de poids. Et donc, j'ai finalement trouvé un équilibre un peu particulier où je suis 2 jours et demi par semaine salariée en CDI dans une entreprise. Et à côté de ça, j'avais créé un petit statut de freelance à la base juste pour mettre du beurre dans les épinards de temps en temps. Finalement, en ce moment, je me retrouve à quand même avoir pas mal de missions. Ce qui est une bonne chose, mais surtout j'ai aussi appris à prendre du temps pour moi, parce que pendant ces 5 ans, j'ai toujours pensé avant tout aux salariés et à l'entreprise. Et d'ailleurs, moi à 29 ans, alors j'ai pas de famille, c'est sûr, j'ai pas d'emprunt immobilier, néanmoins je paye encore mon prêt étudiant et en fait je n'avais donc jamais cotisé ni quoi que ce soit, donc j'avais déjà rien, mais quand on n'a rien et une boîte qui vaut plusieurs millions d'euros, on se dit ça va. Quand on n'a rien, mais rien, ça va plus. Donc ouais, l'acceptation est toujours en cours parce qu'en plus, c'est un projet qui avait réellement un marché et qui est sur un secteur en pleine évolution positive. Donc, on se dit, c'est quand même dingue d'avoir un projet qui avait tout pour réussir et qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Donc, c'est une acceptation continue, mais je pense que, en tout cas, il n'y a plus la tristesse. Enfin, en gros, j'arrive à vivre avec maintenant. Alors que pendant très longtemps, c'était vraiment très compliqué. Maintenant, j'ai trouvé un équilibre professionnel qui me convient très bien. J'arrive enfin à avoir une vie à peu près décente. Et le confinement dans tout ça, Ouais. on parlait tout à l'heure, vous avez fini sur le confinement qui est arrivé juste au moment où vous commenciez à rebondir. On avait l'étude tout à l'heure qui nous disait, finalement, assez paradoxalement, de façon contre-intuitive, les entrepreneurs ont peut-être ressenti moins de solitude pendant ce confinement. Quels ont été les effets du confinement sur votre rebond? Non, moi, il faut être très franche, non, j'ai très mal vécu ce confinement parce que à la base, je devais partir avec des amis dans une maison de campagne où là, ça aurait été fantastique. Je suis restée seule dans 30 mètres carrés en plein centre-ville, sans terrasse. Non, c'était pas cool. Donc, heureusement, j'ai la chance effectivement d'avoir beaucoup de gens, beaucoup d'amis déjà, dont Christine Tresca qui travaille maintenant au réseau. Et en fait, je m'étais fixée d'appeler 1 à 2 personnes par jour et je passais mes journées au téléphone à essayer de parler de la vie, de ce que j'avais lu, de ce qu'on faisait. Et ça a été très long. Ça a été très long. Moi, j'ai passé ensuite tout l'été à faire des projets collectifs sur plein de thèmes différents. Il y a peut-être des personnes qui ont pris ce confinement positivement parce qu'ils ont pu faire un break, ce qui s'était jamais accordé avant. Moi, ça faisait déjà 2 mois que j'étais en break. Donc là, un 3e puis un 4e mois, c'était trop. Non, moi, je ne l'ai pas vécu positivement. Mais néanmoins, après, j'ai appris à cuisiner du coup. Donc, il faut essayer d'en faire des choses positives. Bernard Globe, je vais vous poser la même question peut-être. Qu'est-ce que vous avez comme intuition sur cette étude? Pourquoi le confinement aurait pu être pour certains, une bonne période pour se recentrer et peut-être aller mieux, entre guillemets, pour certains en rebond, vous qui maintenant êtes coach, référent des coachs au niveau national de l'association 60 000 rebonds? Quand on vit tous la même chose au même moment, on a l'impression qu'en fait, on est tous égaux. Et l'idée qu'on ait déposé le bilan et que la société continue d'avancer fait qu'il y a une distanciation qui se crée entre celui qui s'est arrêté et ceux qui continuent. Et du coup, le temps du confinement a un peu annihilé un peu ses effets.
Ce qui fait que j'ai l'impression que toute douleur et toute difficulté, elle devient plus partagée et le confinement a un peu permis cela. Alors, Gérard Desmaisons, est-ce que, en tant que coordinateur de l'Observatoire national du rebond, vous avez des réponses à vos questions que vous posiez tout à l'heure en tout début de webinaire? Oui, et je remercie tous ceux qui ont pu intervenir parce que ça montre aussi notre façon de travailler à l'Observatoire du rebond. On étudie, on écoute le ressenti des gens au travers les questionnaires que nous envoyons, mais également nous partageons avec le comité académique, avec des gens comme Bernard et Célia, la vision qu'ils nous donnent pour essayer d'interpréter ce qui se passe réellement et d'avoir une vision réelle de la situation qui intéresse 60 000 rebonds. Bon, moi, ce que je retiens, c'est que d'une part, il y a le regard de l'échec entrepreneurial qui conduit à une stigmatisation qui a été historiquement ancrée, comme l'a dit Célia, et qui conduit à un isolement pathogène, comme le dit Bernard-Marie. Mais en fait, le confinement remet tout le monde au même niveau d'isolement. Sauf peut-être Éléonore, qui elle l'a mal vécu, mais la plupart de ceux qui l'ont vécu ont même trouvé un mode de rapprochement avec, par exemple, leur réseau ou leur famille. Le traumatisme subi par les entrepreneurs en liquidation est encore mal connu, et puis on a vu que ça pouvait aller jusqu'à la morbigénèse, concrètement le suicide de certains. Mais le traumatisme de la liquidation judiciaire, ce que je comprends, est beaucoup plus fort que l'incidence qu'a pu avoir la crise sociale. Et donc, pour eux, comme ils ont vécu récemment cette liquidation, c'est par rapport à le traumatisme de la liquidation judiciaire qu'ils estiment que ça va beaucoup mieux. Enfin, nous avons essentiellement des entrepreneurs de TPE, PME. Ce sont, comme disait un autre chercheur, des trapézistes sans filet, donc qui ont l'habitude du risque et de réagir. Et donc, on peut dire, comme l'a dit Bernard-Marie, qu'il existe vraiment une résilience particulière de l'entrepreneur qui est spécifique à ces gens qui prennent des risques et puis qui affrontent le danger. Un accompagnement associatif comme celui de 60 000 rebonds donc, est un tuteur de résilience et permet donc de progresser. Et 60 000 rebonds a inventé ce qu'on pourrait dire l'ingénierie du rebond, c'est-à-dire tout un processus et des outils qui font que le rebond est au bout du tunnel. Et une sorte de peut-être de pharmacologie, comme l'a dit Baptiste, qui permet donc de garantir un certain rebond. Bon, l'important, c'est pas ce que nous pensons, comme le dit Baptiste, mais aussi ce qu'en pensent les intéressés. Et donc, en ce qui concerne les intéressés, il faut leur poser la question et leur demander un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent. Et donc, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de l'accompagnement de 60 000 rebonds? Parce que c'est eux l'important, c'est ce que ressentent ces gens-là. Donc, l'accompagnement de 60 000 rebonds, donc, elle est partagée par nos entrepreneurs, qu'ils aient rebondi ou qui sont encore en rebond. Et on s'aperçoit toujours de 1 à 5, 5, c'est très bien, c'est super. On s'aperçoit que partout, pour ainsi dire, les outils proposés, les process proposés ont un degré de satisfaction très fort. Et le coaching et le parrainage sont très mis en avant, mais c'est aussi parce que là, ceux qui ont répondu sont des entrepreneurs qui ont récemment subi une liquidation. Donc, l'aspect psychologique, l'aspect travail sur soi est très important. Merci beaucoup, Gérard. N'oubliez pas que c'est l'interconnexion de tous
outils qui fait qu'on a vraiment une garantie de rebond. On va donner la parole à Guillaume Mullier, le président national de 60 000 rebonds. J'en profite juste au passage pour remercier Éléonore Blondeau et Gérard Globe pour leur témoignage, parce que c'est difficile aussi de se mettre à nu, de raconter ces difficultés. Et puis, on le rappelle aussi que chaque rebond est unique. C'est-à-dire, Éléonore nous disait qu'elle a très mal vécu le confinement. C'est autant légitime que les résultats de l'enquête qu'on avait tout à l'heure, parce que c'est vraiment une trajectoire qui prend du temps différent pour chacun, qui a des aspects différents, et c'est pour ça aussi qu'il y a l'importance de l'aspect personnalisé de l'accompagnement de 60 000 rebonds. D'ailleurs, je tiens juste à préciser que l'accompagnement m'a beaucoup aidé, tant sur le coaching que le parrainage. Voilà, j'ai un discours un peu triste, mais en soi, tout va très bien maintenant et l'accompagnement a été vraiment très bénéfique. Voilà. Guillaume Mullier, quand on entend ce besoin d'être accompagné, est-ce qu'aujourd'hui, votre association a les moyens de ses ambitions en termes d'accompagnants, de coachs, de parrains pour répondre au mieux à la situation de ces entrepreneurs en difficulté? Alors, au niveau on a 38 villes, donc une volonté de proximité, ça c'est un point important. Cette solidarité, je crois que c'est génial. Quelqu'un comme Bernard, par exemple, qui a lui-même vécu cette liquidation il y a 15 ans, qui malheureusement n'a pas profité de 60 000 rebonds parce que ça n'existait pas à l'époque, mais qui au contraire vient partager son expérience avec beaucoup d'humilité et de gentillesse, donc ça c'est important. Éléonore, alors notre difficulté, on a des parrains, on a des coachs, il y a deux aspects sur lesquels on doit progresser, c'est bien se faire connaître. Éléonore, quand je lui ai proposé la première fois qu'elle venait juste déposer le bilan, dire tu devrais te faire accompagner par 60 000 rebonds, elle m'a littéralement explosé. Elle m'a juste dit mets-toi tes affaires et je m'occupais des miennes. Donc c'était, vous le reconnaîtrez Éléonore dans son propos. Et pourtant, quelque part, ce message qui lui a passé, peut-être un an plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle voyait la nécessité d'être accompagnée et que, comme on dit, seul, je vais plus vite, mais à plusieurs, je vais plus loin. Et je crois que cette expression est vraiment très, très forte. Donc, ce qui est important, c'est de réussir à trouver le juste mot pour que, lorsqu'on a quelqu'un qui est sur le pas du dépôt de bilan, pas loin ou juste un dépôt de bilan, de pouvoir lui parler avec simplicité. Et c'est là où l'ensemble des personnes qui participent, nous avons tous un rôle à jouer. Et je crois que la bonne manière, c'est de dire que il faut que vous soyez conscient que si quelqu'un dépose le bilan, vous aurez du mal à l'aider parce que vous serez différent. Nous, on est propre, on a excusez-moi l'expression, mais on a la cravate, on a le costume, et ceux qui déposent le bilan, ils ont les pieds dans la boue, les pieds dans la merde. Et je crois que c'est littéralement le cas. Et donc, et elles n'accepteront pas d'être redevables. Donc, ce qui est important, c'est de dire qu'il y a une association qui joue sur une solidarité entre pairs, une solidarité entre entrepreneurs, que même quand on a chu, même quand on est tombé, on reste un entrepreneur, un peu comme un boxeur qui est out, reste un boxeur. Et par contre, il faut des gens qui soient adaptés pour appliquer le bon accompagnement et être efficace. Donc là, c'est important. En fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des entrepreneurs accompagnés. La crise du Covid, surprenamment avec tout le phénomène du soutien financier, la mise sous perfusion d'un bon nombre d'entreprises, fait qu'on est passé de 50 000 à 30 000 entreprises en cessation d'activité. Et donc, moins 40% dans l'année 2020, c'est quand même incroyable. On a du mal à imaginer. Et pourtant, oui, parce que le premier motif quand on arrête l'activité, c'est les problèmes de trésorerie. Or, avec le phénomène PGE, on a donné la trésorerie à plein d'entreprises, même à certaines qui ne sont pas viables. Et donc, je crains, par contre, qu'en 2021, si ces aides s'arrêtent, et je pense qu'un jour ou l'autre, l'État devra faire ses comptes, de donner des milliards et des milliards et des milliards, Podane n'existe plus, eh bien, on va les voir arriver en grand nombre. Donc, pourtant, le premier réflexe de celui qui est en liquidation, c'est de se dire, je vais me démerder par moi-même. Je suis un patron, je vais me démerder par moi-même. Et pourtant, quand on a des boulets, on a les pieds dans la merde, etc., il faut se rendre compte à l'évidence qu'on rebondira mieux et de manière plus nettoyée quand on est accompagné par des bons coachs, par des bons parrains, par des nouveaux copains qui ont y reprendre un pot. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué, mais qui créent cette solidarité. Et donc, c'est important de nous les renvoyer.
Alors, bien sûr, il y a un deuxième soutien qui est important aussi, c'est de les aider à retrouver un boulot, retrouver du réseau, retrouver, etc. Et ça, on ne peut pas le faire, nous, par nos petits bras. Donc, c'est pour ça qu'on travaille en réseau avec les tribunaux de commerce, avec les associations professionnelles, avec d'autres entreprises qui sont structurées et qui vont pouvoir apporter du réseau, apporter voire des jobs alimentaires, apporter des contacts, apporter de l'expertise et nous aider aussi à financer les 20 permanents au niveau national. On a à peu près 1000 bénévoles, mais on a 20 permanents pour structurer. Le bénévole, c'est un passionné qui va faire vivre sa passion, mais c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir s'embarrasser de problématiques administratives, etc. Et d'organisation. Donc là, on a des permanents salariés dans l'association au niveau national, une vingtaine, qu'il faut que nous trouvions chaque année un financement pour avancer. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. En 10 ans, on a fait un chemin, moins de 10 ans, on a fait un chemin extraordinaire. Il faut qu'on poursuive et je crois qu'on s'insère vraiment dans une culture entrepreneuriale. On a des accords d'ailleurs avec le réseau Entreprendre, avec le réseau Initiative. On trouve des accords, ça c'est un point important, avec des banques, comme la Banque Populaire, comme le Crédit Agricole, qui acceptent de recevoir les projets à financer, d'autant plus que ces projets, on a ce qu'on appelle un comité dit Envol, qui se met en place un peu partout pour donner un regard complémentaire un peu plus exigeant, pour compléter la bienveillance au sein de l'association, mais une exigence pour les gens qui sont dans le SAS pour partir et qui vont devoir se trouver un financement. Donc, il y a un bon nombre d'entreprises qui sont recréées. C'est à peu près 50% repartent en rebond salarial et 50% rebond entrepreneurial. Et donc, il est important là aussi, dans le salariat, de trouver des postes, et puis pas seulement chez les anglo-saxons, même des Français. Et au niveau entrepreneurial, de retrouver du réseau, les premiers clients, un banquier qui ouvre un compte bancaire et un premier prêt. Donc, il y a aussi d'autres partenaires. On va terminer, Guillaume Mullier, juste avec le témoignage d'un nouveau partenaire justement de 60 000 rebonds à l'échelle nationale. C'est le groupe d'expertise comptable Inextenso, 100 000 clients, 256 en France. Son président du directoire est avec nous. Alors, Antoine de Riedmaten, tout simplement, pourquoi avoir choisi d'être partenaire de 60 000 rebonds cette année ? Bonjour, donc d'abord je voudrais féliciter l'ensemble des participants parce que si j'avais eu des doutes sur le fait de devenir partenaire après les avoir écoutés, ces doutes auraient cessé, mais je n'en avais pas. Pourquoi Inextenso a décidé d'accompagner 60 000 rebonds? Ça nous a paru un peu comme une évidence. Inextenso, donc groupe d'expertise comptable à travers le territoire, on a la chance d'avoir 100 000 clients TPE et PME, c'est-à-dire que on voit quotidiennement donc 100 000 entrepreneurs. Chaque année, on accompagne entre 6 000 et 8 000 créateurs d'entreprises. Donc, on est là dans les bons moments, quand ça se passe bien et qu'il y a tous les rêves de la création d'entreprise. Malheureusement, on a aussi entre 1 500 et 2 500 de nos clients qui partent dans des procédures collectives tous les ans. Et donc, il nous a paru important d'être là dans les bons moments, mais d'être là aussi dans les moments plus difficiles. C'est aussi un engagement de nos collaborateurs sur le terrain. Certains voulaient effectivement donner de leur temps pour aider ces chefs d'entreprise. Et donc, voilà, moi, mon rêve, c'est qu'on puisse travailler ensemble pour à la fois permettre le rebond de ceux qui ont connu effectivement ces épisodes-là, et puis essayer aussi, et notamment à travers différentes études, de mieux travailler sur les prémices de la situation, parce que on est persuadé que plus on s'attaque tôt aux sujets qui peuvent amener à cette situation, plus on a des chances d'éviter des drames humains d'abord, et puis voilà. Donc, si on en évite quelques-uns, ça sera mieux. Donc, on va accompagner sur justement ceux qui se sont trouvés dans cette situation. Et puis, mon rêve, c'est effectivement d'essayer de trouver certaines par justement l'analyse. Et pour ça que je trouve que c'est important, cette analyse. C'est certes effectivement que des cas individuels, mais la somme de ces cas individuels, moi, ce que j'espère, que ça va nous donner des recettes pour essayer de s'y prendre plus tôt et d'éviter
de convaincre qu'il faut en parler. Et je pense que l'expert comptable a cette proximité quand il fait bien son boulot pour avoir ce dialogue, y compris de choses qu'on hésite à évoquer avec sa famille dans un premier temps, parce que ça peut être difficile de vouloir faire peur à sa famille. On doit, en tant qu'expert comptable, dans ce rôle d'accompagnement du chef d'entreprise, pouvoir être dans ce dialogue dès le début pour justement essayer de trouver des solutions. Voilà. Je trouve que la solution, ça peut être, même si c'est douloureux, de trouver un repreneur pour son entreprise, surtout s'il reprend les salariés, parce que justement, ça vous enlèvera le poids d'avoir la responsabilité d'un certain nombre de personnes. On vous prend au vol juste, Antoine de Riedmaten, s'il y avait un critère, un signal qui doit alerter l'entrepreneur avant les procédures collectives. Qu'est-ce que ce serait selon vous? On a parlé de la trésorerie, hein, donc je vais pas être original là-dessus. La trésorerie est clé. Donc, il faut être à fond sur la trésorerie, se faire payer par ses clients. C'est parfois difficile pour certains entrepreneurs que l'on a, puisqu'ils sont tellement dans leur projet, dans leurs produits, qu'ils en oublient parfois d'être un peu plus exigeants sur leurs clients. Ce qui, à terme, comme on l'a vu, peut être négatif pour les clients. L'exemple de Bernard était flagrant aussi, c'est que si tous les clients avaient joué le jeu dès le début, ils auraient été gagnants à la fin parce qu'il n'y aurait pas eu cette situation. Donc, il faut donc peut-être être un peu plus égoïste, je dirais, en tant que chef d'entreprise pour être sûr que on pense un peu à soi, pas que à ses collaborateurs aussi, pour justement éviter les traumatismes après. Donc, donc c'est pas forcément quelque chose de fréquent de dire qu'il faut être égoïste, mais je pense qu'il faut être un peu égoïste, il faut un peu se protéger, pas se mettre à 100% dans son entreprise. Et là, justement, un regard extérieur peut vous aider à prendre un peu de recul un peu moins de passion et un peu plus de raison. Et donc ça, effectivement, l'expert comptable est connu pour sa raison plus que sa passion, même si on essaye de jouer ce rôle de faire avec passion. Pour jouer ce rôle. Merci beaucoup, Antoine de Riedmaten, président du directoire d'Inextenso. On a très peu de temps parce qu'on est déjà hors délai. Il est 10h02. C'était censé terminer à 10h. On va prendre une seule question pour Guillaume Mullier. Comment trouver l'énergie de repartir au combat face à une violence imprévisible et touchant la cellule familiale? Comment financer les avocats également, sachant que le remboursement de caution n'est pas considéré comme une réduction de revenus et donc les aides ne sont pas possibles? Guillaume Mullier, qu'est-ce que vous répondez? Alors, il faut ouvrir votre micro. Hop. Seule réponse, venez nous rejoindre chez 60 000 rebonds et la somme des énergies de tous vos pairs, de tous les bénévoles vous remettent en confiance et en énergie. Et pour le reste, on a des experts qui pourront vous orienter. En tout cas, je tiens à remercier tous les participants de ce séminaire qui, je tiens à le rappeler, sont tous bénévoles, en particulier Jean-Baptiste qui nous a fait une superbe animation. On était nombreux, très bavards et il a bien soutenir le tempo. Donc, un grand merci et à très bientôt. Est-ce qu'on a le temps pour la dernière question peut-être? Une question pour Léonore? Est-ce que c'est bon? Une question, oui, c'était savoir si vous avez analysé complètement les raisons objectives de votre échec entrepreneurial. Tout à fait. Oui, j'ai pris le temps. Il y a à la fois un problème de l'écosystème. Alors moi, j'étais une start-up, je n'étais pas une entreprise traditionnelle. Et en même temps, évidemment, on commet des erreurs. Et maintenant, notamment sur l'aspect humain, j'espère avoir déjà évolué. Et de toute façon, c'est un chemin d'évolution quotidien. Donc, il y a plein de facteurs différents. Il y a l'écosystème, il y a aussi... voilà. On n'a pas le temps d'en parler, mais effectivement, on prend le temps de faire le bilan, heureusement. Et encore, en fait, avec maintenant les nouvelles aventures, j'ai la chance de côtoyer plusieurs entreprises aujourd'hui, finalement, d'aller dans d'autres entreprises. Ça permet aussi de mieux voir ce qui marchait bien ou ce qui marchait mal dans la nôtre à l'époque. Et donc, des apprentissages pour potentiellement un jour un nouveau projet à venir.
Là aussi, je vais faire un peu de promo, mais je crois que c'est aussi une des fonctions de 60 000 rebonds que de permettre de se nettoyer, enfin de comprendre et traduire ses erreurs, ses échecs en expérience. Donc, c'est vraiment une partie importante de notre job. Et Merci. notamment prendre soin de soi, on l'a évoqué, c'est important et pas de se dévouer à 100% à son projet, mais à un moment donné aussi essayer d'être plus raisonné, comme l'a dit Antoine. Ça peut être déjà une première avancée. Voilà, entreprendre, c'est la santé, mais entreprendre, c'est épuisant aussi. Et c'est donc un équilibre à trouver et un nouvel équilibre à trouver après une liquidation judiciaire. Merci beaucoup à tous les intervenants qui ont participé à ce webinaire. Merci à Elina et à Yuri aussi, que vous n'avez pas vu, mais qui étaient derrière les écrans pour la préparation et l'accompagnement technique aujourd'hui. Plus d'infos sur 60 000rebonds.com. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez raté ou vous voulez revoir une partie de ce webinaire, eh bien, c'est accessible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de 60 000 rebonds. Et puis 60 000 rebonds, c'est un accompagnement après une liquidation judiciaire. Mais si vous êtes un entrepreneur, il y a aussi toutes les associations du portail du rebond qui existent et qui sont aussi des ressources pour bien vous accompagner. Ne restez pas seul, c'est peut-être le message qu'il faut retenir de tout ça. Merci à vous